Donc, bonsoir à tous. Ce soir, je vais tenter de vous illustrer différentes situations qui sont fréquemment rencontrées en sérologie infectieuse et les pièges à éviter lors de leur interprétation. Leïla, tu n'es pas en mode présentation, par contre. Alors, pourtant, chez moi, je le suis. Ça arrive souvent quand on ne partage pas la bonne fenêtre. Peut-être tu vas partager. Il faut partager la fenêtre près de la présentation. Non, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Ok. Donc, lors de la prescription d'une sérologie infectieuse, il est nécessaire de connaître les indications des différents examens sérologiques qui vont du diagnostic étiologique de l'infection au suivi des pathologies chroniques, au suivi thérapeutique, à l'évaluation de l'efficacité de la vaccination et aussi au dépistage et au suivi chez la femme enceinte. Et donc, il est également nécessaire d'avoir une bonne collaboration clinico-biologique, ce qui va nous permettre d'obtenir tous les renseignements cliniques qui reprennent à la fois les symptômes, le contexte géographique, les notions de voyage, etc. Et de ces renseignements cliniques, en tout cas, vont dépendre le choix de l'analyse, mais également la méthode la plus appropriée de réalisation de l'analyse. C'est le cas notamment de la répartition, pour la répartition géographique, qui est importante pour le choix de la trousse des anticorps, que ce soit Borrelia, Trypanosome ou autres, parce que les espèces infectantes diffèrent en fonction des régions. Les renseignements cliniques vont également nous permettre d'interpréter au mieux les résultats et d'ajouter d'éventuels tests complémentaires afin d'étayer le diagnostic. Alors, lors de la prescription, il est vraiment important de garder en tête que la multiplication des tests et l'utilisation de tests sans une approche diagnostique pertinente, ça n'a aucun sens, ça risque juste d'augmenter le risque de résultats faussement positifs. Et selon les conditions de remboursement qui ont été mises en place par l'INAMI, en sérologie infectieuse, on ne peut cumuler que 8 tests de sérologie virale, 5 tests de sérologie bactérienne, 5 tests de sérologie bactérienne intracellulaire et 5 tests de sérologie bactérienne parasitaire. En plus de cela, certaines analyses sont soumises à des règles diagnostiques et elles ne peuvent être prescrites que dans certaines conditions. Ce sont toutes les analyses que vous voyez suivies d'un triangle. Si on prend l'exemple de la recherche d'IgM contre le virus de la rougeole, eh bien, c'est une analyse qui, selon la règle diagnostique, ne peut être prise en compte que pour les patients qui sont à la fois atteints de fièvre, d'éruption maculopapuleuse et d'un autre symptôme, que ce soit de la toux, coryza ou encore une conjonctivite. Alors, les informations qui sont apportées par la sérologie infectieuse, elles vont dépendre d'un certain nombre de caractères, notamment l'hôte, le stade de l'infection, le site qui est infecté et aussi forcément l'agent pathogène. Donc la réponse immunitaire qui fait suite par exemple à une infection bactérienne, elle est très complexe parce que les structures antigéniques bactériennes sont proches d'une espèce à une autre, ce qui va nous entraîner un grand nombre de réactions croisées et forcément une baisse de la spécificité. Et c'est une des principales différences qu'on a avec la sérologie virale qui, elle, présente beaucoup moins d'antigènes et donc la réponse immunitaire, elle est plus simple en tout cas à interpréter. La sérologie parasitaire, quant à elle, elle est appropriée lorsqu'on ne peut pas documenter le parasite par un examen direct, que ce soit à frais, au microscope ou autre. C'est souvent quand le parasite se trouve dans une impasse du cycle de développement, comme pour Larva migrans, la toxocarose, ou lorsque le parasite demeure en intraticulaire, comme pour les échinocoques, trichinoses, etc. Ou encore quand le parasite a une longue phase de migration, comme pour l'ascaris. Alors, nous, on peut augmenter la spécificité de la recherche de certains parasites en associant, par exemple, les recherches directes et la sérologie. C'est ce qu'on fait pour Entamoeba histolytica, par exemple. La sérologie parasitaire, elle a une sensibilité qu'on considère comme satisfaisante, une spécificité qui, quant à elle, elle laisse encore un peu à désirer, parce que souvent, elle n'indique qu'une positivité de genre, et c'est le cas pour les schistosomiases ou les filarioses. Et en plus de cela, ce qui nous embête beaucoup, c'est qu'il y a énormément de réactions croisées, notamment pour les helminthias tissulaires.
Une autre notion que je veux qu'on garde à l'esprit, c'est que le choix du parasite, ou plus souvent en tout cas du panel de parasites, va vraiment dépendre du contexte épidémioclinique. Ça n'a pas de sens de rechercher par exemple filaire ou une schistosomiase chez un patient qui n'a jamais séjourné en région tropicale. Un petit mot sur la sérologie négative. Alors, il y a toute une série de sérologies qui paraissent négatives, mais qui ne le sont pas. Et compte tenu de la réponse, en tout cas du caractère retardé de l'apparition de la réponse humorale, une sérologie qui est négative en phase aiguë, elle ne peut pas exclure une étiologie infectieuse. Et donc, cette séronégativité en phase précoce, qui se retrouve donc ici, qu'on appelle fenêtre sérologique, elle va impliquer qu'on reteste un certain temps après, donc quelques jours pour la plupart des pathogènes, quelques semaines pour un grand nombre de pathogènes, et notamment les parasites, voire quelques mois, par exemple pour l'hépatite C. Et toujours en gardant à l'esprit que la réponse immunitaire, elle dépend du pathogène, elle dépend de l'apparition des symptômes, du site de l'infection et de l'hôte et de son système immunitaire. Donc, si on souhaite réduire le délai de détection, dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser des techniques de diagnostic direct, que ce soit la biologie moléculaire ou encore des antigènes, la recherche d'antigènes. La détection d'anticorps chez elle n'a de sens que chez un patient qui est immunocompétent, parce que la synthèse d'immunoglobuline peut être inconstante ou retardée chez des patients qui présentent un déficit immunitaire. Et pour ce type de patient-là, on va utiliser des techniques de diagnostic direct. Un dernier effet, c'est celui c'est un phénomène de saturation qui est aussi dit effet prozone, que vous connaissez certainement, ou effet Hooke. C'est lorsque les immunoglobulines sont présentes en très, très grande quantité dans le sérum. Et donc, ça entraîne des compétitions entre les immunoglobulines pour occuper les sites antigéniques qui sont disponibles. Et la saturation va empêcher la visualisation du complexe anticorps-antigène, ce qui va nous donner une impression de réaction négative, ce qui n'est pas le cas. Et ici, vous voyez l'augmentation de la formation du complexe humain qui arrête lorsque la concentration en anticorps est très élevée et qui commence carrément à diminuer lorsque la concentration en anticorps est extrêmement élevée. Ce phénomène de prozone, on peut le neutraliser en diluant le prélèvement, mais bon, il faut encore savoir qu'il y a un phénomène de prozone. Un petit mot sur la sérologie positive maintenant. Des IgM positifs, ça évoque à tout le monde une primo-infection, ou en tout cas une infection récente, mais ça ne présente pas la preuve d'une infection parce que les IgM manquent cruellement de spécificité. Des IgM positifs peuvent être simplement présentes donc, suite à leur persistance, suite à une primo-infection ou à une vaccination, parce que la sensibilité accrue des méthodes de dosage qu'on a actuellement vont nous permettre de doser des IgM des mois après l'épisode infectieux. Des IgM présentes peuvent être aussi dues à une infection secondaire, que ce soit une réinfection, une réactivation, à une stimulation polyclonale du système immunitaire ou encore à des réactions croisées, qui sont d'ailleurs beaucoup plus présentes avec cette catégorie-là d'immunoglobulines parce qu'elles ont une structure pentamérique. Alors, les réactions croisées peuvent se faire avec d'autres agents infectieux. Comme exemple, on a les herpès viridés, c'est très, très fréquent, et avec des auto-anticorps. La preuve sérologique d'une primo-infection, c'est la séroconversion des IgG. Elle nécessite un deuxième prélèvement pour pouvoir observer justement l'apparition des IgG. Et ce deuxième prélèvement va, comme je vous l'ai dit, va se faire un certain temps après le comptage. Et donc, ce délai peut être parfois inadéquat pour une prise en charge optimale des patients. Et donc, à ce moment-là, il faut quand même évoquer l'utilisation de techniques directes, encore une fois, de la biomol ou des détections antigéniques. L'apparition des IgG, elle ne signe pas une primo-infection. Ça peut être dû à d'autres choses, telles que la stimulation polyclonale du système immunitaire, une injection d'immunoglobuline lors d'une immunisation passive ou encore une vaccination. Des IgM positives et des IgG positives ne signent pas non plus une primo-infection. On va reprélever le patient pour observer l'augmentation du titre d'IgG qui est spécifique. La question est de savoir si un titre stable d'IgG, ça signe une infection ancienne. Alors pour les virus,
Pas spécialement. Pour les infections parasitaires, c'est le cas. Si on prend l'exemple de la toxoplasmose, par exemple, eh bien, entre deux sérums, donc, si on prélève 2 sérums à un intervalle de 3 semaines, voire 1 mois, si le titre est stable en IgG, eh bien, on peut évoquer une infection qui date de plus de 2 mois avant le sérum le plus ancien. Sur la femme enceinte, s'il y a des IgG et des IgM qui sont présentes et que celle-ci ne présente, en tout cas, on ne connaît pas son statut sérologique, on va déterminer l'avidité des IgG afin de dater la primo-infection. Et donc, si on détecte des IgG qui ont une forte avidité contre le CMV, ça va plutôt nous évoquer une primo-infection qui remonte à plus de 3 mois, alors que si la détection des IgG, c'est des IgG qui ont une faible avidité contre le CMV, eh bien, ça évoque une primo-infection qui date de moins de 3 mois. Alors, suite à la primo-infection, des virus peuvent persister malgré la réponse immunitaire et c'est ce qu'on appelle la latence. Donc, lorsque le virus persiste dans l'organisme mais sous forme inactive, son génome persiste et n'est pas exprimé, c'est le cas des herpès viridés. Là, on a une jolie image de bouton de fièvre. Et contrairement à la latence, les virus dans une infection chronique persistent dans l'organisme, mais cette fois sous forme active, et il y a donc une multiplication virale malgré la réponse immunitaire. Et comme exemple, on peut donner l'HIV, l'hépatite B, la fièvre Q, etc. L'élément qu'on doit retenir, c'est que le diagnostic d'infection secondaire, que ce soit réactivation ou réinfection, par la sérologie n'est pas toujours fiable parce que les IgG n'augmentent pas toujours. Les IgM sont parfois présentes, mais de manière irrégulière. Néanmoins, la présence d'IgA, elle documente quand même une réactivation. Un dernier mot sur la sérologie positive et la particularité du fœtus et du nouveau-né. Donc, le fœtus, il synthétise des IgM à partir de la 21e semaine. En outre, il bénéficie du passage transplacentaire des IgG protectrices de sa maman, surtout le dernier trimestre de sa grossesse. Et la synthèse des IgG débute un peu après la naissance. Et donc, si on est en présence d'IgM chez un nouveau-né, il faut évoquer forcément une primo-infection. Et le suivi des IgG seul pour un nouveau-né, ça n'a aucun sens. Alors, en ce qui concerne les examens complémentaires, lors d'un test de dépistage, on va plutôt mettre l'accent sur la sensibilité et ensuite avec un résultat positif, le résultat positif, on va le confirmer avec un test plus spécifique, souvent un blot. Sur cette image, vous pouvez observer un immunoblot IgG Borrelia que nous utilisons au laboratoire de sérologie. Il va nous permettre de détecter des anticorps qui sont dirigés contre les protéines de Borrelia burgdorferi, que ce soit OSPC, VLS-mix, P39, etc. Et également TPN17 qui permet de décrire une éventuelle réaction croisée avec la syphilis ou un autre spirochète. Et le fait de rechercher un si grand nombre d'anticorps, ça va nous permettre d'accroître notre spécificité par rapport à un test ELISA ou CLIA qui va détecter les IgM et les Ig, qui est très bien pour un dépistage et parce qu'il a une valeur prédictive négative très élevée et qui, ici, en tout cas, les tests de dépistage pour la Borrelia chez nous, nous permettent vraiment d'exclure une borréliose. A contrario, pour les parasites, ce n'est pas exactement la même chose. Si vous avez un cas qui vous évoque fortement, par exemple, une échinococose, parce qu'à l'imagerie, vous avez des lésions suspectes, il ne faut pas hésiter à demander un blot, même si le dépistage sérologique est négatif, parce qu'on a de plus en plus de patients immunocompromis qui sont atteints d'échinococose alvéolaire et pour lesquels les dépistages quantitatifs reviennent négatifs, alors qu'un dépistage qualitatif, en tout cas une technique qualitative telle que le blot, va nous permettre de faire le diagnostic. C'est d'ailleurs aussi le cas pour les kystes hydatiques inactifs qui ont parfois des signalants blot. Alors, en termes d'autres examens complémentaires, je vous ai déjà évoqué les techniques directes, la sérologie de contrôle, les mesures de l'avidité des IgG et en plus les IgM qu'on dose par technique alpha.
Pour la comparaison des résultats, il ne faut jamais interpréter des sérologies qui auraient été faites avec des techniques différentes, parce que déjà, on n'a pas de technique de référence, que les résultats ils diffèrent en fonction des réactifs utilisés ou des automates. La sensibilité et la spécificité est relative des méthodes de dosage. En plus de cela, les résultats sont exprimés avec des unités différentes, avec des valeurs de référence différentes. Et donc, si on obtient un titre élevé en anticorps, ça n'a pas de valeur parce que certainement que sur un autre automate, on aura des valeurs beaucoup plus faibles ou même beaucoup plus élevées. Dans le même ordre d'idée, il ne faut jamais comparer des sérologies qui sont réalisées avec, cette fois-ci, la même technique, mais dans des séries différentes. Il est recommandé au laboratoire de comparer, donc en fait de retester les sérums en parallèle dans la même série, et comme ça, on garde des conditions de test similaires, et c'est ce qu'on fait notamment lors du dosage du RPR pour la syphilis. Le suivi thérapeutique, malheureusement, en sérologie infectieuse, on n'a pas beaucoup d'informations sur l'efficacité du traitement anti-infectieux, tout simplement parce que les IgM, ils disparaissent après la phase aiguë, ou alors ils persistent, comme je vous l'ai dit, pendant des mois. Et en plus de cela, là, les IgG apparaissent malgré le traitement. Bon, alors, l'exception qui fait la règle, c'est quand même la présence des anticorps anti-HBs qui apparaissent après la guérison de l'hépatite B. On a peu aussi de tests quantitatifs qui permettent de suivre de manière significative la diminution des IgG. On peut évoquer certains tests de sérologie parasitaire, et aussi celui qu'on connaît le plus, c'est celui de la syphilis, donc la diminution ou la disparition des titres en RPR. Pour le suivi thérapeutique, on va plutôt évoquer l'utilisation des techniques diagnostiques directes et principalement le dosage de la charge virale, donc la virémie pour le CMV, l'HIV, les suivis de l'hépatite B, l'hépatite C. Et donc, en résumé, en sérologie infectieuse, le contexte épidémio-clinique a une très grande importance, que ce soit pour la prescription ou alors pour l'interprétation. Il ne faut pas oublier l'existence de la fenêtre sérologique. La réponse immune est fonction de l'hôte, de l'agent infectieux, etc. Et donc, toujours évoquer l'utilisation d'un test direct. La présence d'IgM, ça ne représente pas la preuve d'une infection. La séroconversion des IgG, c'est la seule preuve sérologique qui permet d'évoquer une primo-infection. Le diagnostic sérologique d'une infection secondaire, ce n'est pas toujours fiable. Il ne faut jamais interpréter des sérologies qui n'auraient pas été faites avec les mêmes techniques. Et enfin, il y a peu d'informations sur l'efficacité du traitement anti-infectieux en sérologie, en tout cas la sérologie. Merci pour votre attention.